Et notre invité politique ce matin, c'est François-Xavier Bellamy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député européen, membre des Républicains. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Fabrice Vessaredon. Bonjour Oriane. Du Bonjour. groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. Et on commence bien sûr avec l'actualité des Républicains et des régionales. Jean Castex a donc annoncé hier le retrait de la liste de la République en marche en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et la majorité présidentielle se rallie donc à Renaud Muselier, le président Les Républicains sortant de la région, candidat à sa succession. François-Xavier Bellamy, est-ce que cette alliance est l'illustration que désormais il y a dans votre parti de droite irréconciliable ? Non, je ne le crois pas. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que, en réalité, je sais que dans le parti, très peu suivront Renaud Muselier. Il a été désavoué immédiatement, et j'en suis très heureux, par Christian Jacob, le président du parti, dès hier. Parce qu'au fond, nous sommes tous conscients, et si nous sommes restés à droite, c'est parce que nous savons que les Français ont besoin de clarté et de transparence. Emmanuel Macron prétendait apporter le nouveau monde, et nous nous retrouvons devant le pire de ce qui ressemble à l'effondrement, au délitement de la 4e République dans des manœuvres d'appareils qui ne peuvent qu'écœurer les Français, de toutes parts d'ailleurs. Sophie Cluzel n'avait pas de mots assez durs pour critiquer Renaud Muselier il y a encore quelques jours, et maintenant elle le rejoint. Le Premier ministre de la France, on se demande bien pourquoi, prend l'initiative d'annoncer lui-même cette alliance de circonstances qui n'a en réalité aucune signification. Et moi je ne comprends pas, je le dis très simplement, je ne comprends pas le choix qui est fait aujourd'hui par Renaud Muselier qui, il y a quelques jours encore, sur les antennes de vos confrères de BFM TV, expliquait que cela n'arriverait pas et qu'il n'y aurait pas une liste commune de la République En Marche et des Républicains en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que c'est la peur de perdre qui a pu faire bouger les lignes, autant du côté de Renaud Muselier que de Sophie Cluzel ? Mais c'est exactement cela qui, de toute façon, finira par créer la défaite. Vos confrères de Politico rapportaient ces propos de Thierry Mariani qui disait, le concurrent du Rassemblement national, si j'avais dû écrire le scénario moi-même, je n'aurais pas pu imaginer mieux. Mais je crois qu'en effet, tous ces jeux d'appareils ne peuvent qu'écœurer les électeurs, ne peuvent que les révolter. Et on a envie de dire, en paraphrasant Churchill, vous avez voulu éviter la défaite au prix du déshonneur, vous avez le déshonneur et vous aurez la défaite. Que représente la République En Marche en réalité ? C'est d'abord un gigantesque aveu de faiblesse de la part du président de la République, d'ailleurs, qui n'a pas su créer un véritable mouvement. Il a beau avoir tous les leviers, il a fallu qu'il passe par ce type de manœuvre pour pouvoir espérer avoir une place dans une élection régionale qu'il aura tout fait pour repousser, pour ne pas garantir, pour ne pas faire la preuve de sa fragilité en France et auprès des Français. Tout cela est dérisoire, tout cela abîme profondément la démocratie. Mais ça veut dire quoi ? Juste concrètement, pour qu'on comprenne votre pensée, ça veut dire qu'en faisant ça, Renaud Muselier, il fait le jeu du Rassemblement national, c'est ça ? En tous les cas, je ne vois pas comment il peut susciter l'envie, la conviction, comment il peut susciter la confiance. Mais c'est la même chose de la République En Marche. Et j'ai envie de dire d'une certaine manière que c'est la même chose du Rassemblement national. Regardez dans cette élection. Moi, je serais un électeur du Sud, je serais effondré. Vous avez le choix entre d'un côté une liste de briques et de brocs faite avec des gens qui se critiquaient hier entre la République En Marche et une liste anciennement investie par les Républicains, et de l'autre côté vous avez M. Mariani qui lui a fait toute sa carrière à l'UMP puis aux Républicains. Avant de les quitter, il avait dit tout le mal qu'il pensait pendant des années du Front National, et maintenant le voilà candidat du Front National. Tout ça parce qu'il a opportunément trouvé une place sur une liste aux européennes il y a 2 ans. Il quitte le Parlement européen 2 ans après son élection parce qu'une autre place se présente à la tête de la région. Mais c'est dramatique, et moi j'ai juste envie de dire qu'on a besoin pour l'avenir de notre pays, c'est pas seulement pour l'avenir de la droite, c'est pas seulement pour l'avenir de nos partis, les partis ne comptent pas, on a besoin pour l'avenir de nos pays de retrouver des élus qui aient un peu plus de constance, un peu plus de clarté et qui puissent de nouveau susciter la confiance. Ce n'est pas avec ces manœuvres-là qu'on y parviendra. Mais juste un mot, parce que vous parlez du choix du coup qu'ont les électeurs de la région Sud. Est-ce que vous allez leur offrir un autre choix ? Est-ce qu'il y aura une liste des Républicains dans ces élections ? On va en discuter dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. On a une réunion importante demain. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que la liste, vous souhaitez une liste ? c'est que cette liste portée par la République En Marche ne sera pas soutenue par les Républicains. Elle ne peut pas l'être et elle ne le sera pas, et j'en suis très heureux. Et maintenant, au fond, le grand problème, et il faut bien le dire,
le mauvais coup qui est fait à la démocratie, parce que c'en est un, c'est que cette manœuvre intervient à quelques jours du dépôt des listes. Donc il faut que les citoyens se rendent compte de la difficulté devant laquelle les Républicains sont mis, parce que constituer une liste à l'élection régionale, c'est un travail difficile, surtout quand on veut rassembler des compétences, des gens qui représentent tous les départements d'une région. 150 personnes, oui. C'est évidemment très compliqué à faire, mais si le défi peut être levé, je crois qu'il le faut, parce que nous le devons, encore une fois, à la transparence et à la clarté du débat démocratique. Pour qu'il y ait une liste estampillée les Républicains dans la région sud. François-Xavier Bellamy, vous le disiez à l'instant, Jean Castex, qui est un homme qui vient de chez vous. Thierry Mariani, Rassemblement national, il vient de chez vous. Renaud Muselier, Sali, donc républicain, Salim. Est-ce que, à la fois en tant qu'homme politique et philosophe, doit-on le rappeler, vous êtes inquiet pour la droite? Est-ce que parfois vous vous dites la droite en France est en train de disparaître? Moi, je ne suis pas inquiet pour la droite, parce que la droite, finalement, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la France. Et si je me suis engagé à droite, c'est parce que je crois que la droite a les solutions dont la France a besoin pour reconstruire son avenir. Et ce qui me frappe, c'est que, vous avez raison de le dire, au fond, toutes les familles politiques qui sont en train de prospérer sur la crise démocratique française le font en essayant de tuer cette famille politique qu'est la droite, ce qui est bien le signe qu'elle a sans doute quelque chose à dire à notre avenir, puisque si Marine Le Pen tente de se saisir de ce créneau en allant chercher nos propres cadres, si La République En Marche tente elle aussi de s'engager sur ce créneau, alors que Emmanuel Macron, rappelons-le quand même, vient du Parti Socialiste, qu'il a fait tout le début de sa carrière comme l'un des cadres principaux, puis l'un des ministres importants de François Hollande. Si aujourd'hui il vient chasser sur les terres de la droite pour parler le langage politicien, c'est parce qu'il sait que la France aspire à ce que la droite a à dire de l'avenir de la France. Les Français ont besoin d'ordre, et c'est peut-être de ça qu'il faudrait d'abord parler. Ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de pouvoir retrouver confiance dans une économie prospère, ils ont besoin de pouvoir retrouver un système éducatif qui fonctionne pour l'avenir de leurs enfants. Tous ces sujets-là sont majeurs. Sur tous ces sujets, je suis convaincu que les intuitions qui sont celles de notre famille politique, et surtout que les convictions que notre famille politique aurait toujours dû continuer de défendre avec la même clarté, la même constance, et qu'elle devrait pouvoir défendre à la prochaine élection présidentielle, sont majoritaires en France. Et c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a besoin de se saisir de l'électorat de droite, comme Marine Le Pen a besoin de se saisir de l'électorat de droite. Mais ces manœuvres politiciennes, elles ne font que détruire le débat démocratique et la transparence du débat démocratique. Et on aurait envie de dire... Emmanuel Macron, il arrive à se saisir de ça. Est-ce que ce n'est pas la preuve de la faiblesse de votre parti ? Pas de vos idées, mais de votre parti. C'est en tous les cas ce qui crée la faiblesse de notre parti. Je l'ai vécu pendant l'élection européenne très directement. Le seul but d'Emmanuel Macron, c'était de détruire les Républicains. Emmanuel Macron, ça lui va très bien que Marine Le Pen prospère. Ça lui va très bien parce que ce qu'il veut, c'est mettre en scène cette espèce d'éternel front républicain, ce deuxième tour de la présidentielle rejoué en permanence, qui en fait asphyxie notre vie démocratique parce que ça prive les Français de toute alternance authentique. Au lieu d'avoir un vrai débat sur l'avenir, on essaye de mettre en scène un combat absurde entre populisme et progressisme qui ne veut rien dire pour les Français et qui ne porte aucune espèce d'espoir. Et c'est ça qu'il faudrait réussir à redonner. Et donc, moi, je me battrai, en tous les cas, je me battrai pour que la fidélité puisse finir par payer, pour que la fidélité soit le socle sur lequel les Français pourront retrouver confiance. Et je crois que nous sommes nombreux, je ne suis pas le seul, à penser que ces manœuvres-là n'honorent pas ceux qui les pratiquent et surtout qu'elles desservent profondément le débat démocratique. Et j'aurais envie de dire, pour terminer, que dans la politique, je crois que tout n'est pas affaire d'opportunisme. La seule question qui compte n'est même pas de gagner une élection. Ce qui compte le plus, c'est de contribuer à la vie de son pays, à la liberté des Français, en servant justement la clarté du débat démocratique. Et j'ai honte, typiquement pour Sophie Cluzel, je n'aimerais pas être à sa place. Encore une fois, je relisais ce matin en venant ce qu'elle disait de Renaud Muselier il y a encore quelques jours. Comment peut-on se regarder dans une glace quand on retourne sa veste, ne serait-ce que pour gagner une élection, mais tout ça est tellement médiocre, quand bien même tout cela finirait par être payant dans les urnes. Je crois que malheureusement, c'est la France qui sera perdante parce qu'on ne pourra pas s'étonner ensuite que l'abstention progresse. Et quand bien même ce serait payant dans les urnes, je n'envie pas ceux qui gagneront avec des stratégies comme celle-là. On va continuer à parler des régionales parce qu'elles disent peut-être beaucoup de la ligne de votre parti. Renaud Muselier, qui fait donc alliance avec La République En Marche, dans les 2 heures, il perd l'investiture des Républicains. Gilles Platré, en Bourgogne-Franche-Comté, lui, il s'allie avec des membres de Debout la France. Et le Républicain lui maintienne son investiture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les Républicains, c'est plus grave de s'allier à Emmanuel Macron qu'à Nicolas Dupont-Aignan ? Je ne sais pas. 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 Je ne sais pas.
En tous les cas, il n'y a pas la même portée, vous en conviendrez avec moi. La République En Marche, c'est le parti qui exerce aujourd'hui le pouvoir, qui a tous les leviers institutionnels, qui a la majorité à l'Assemblée nationale, qui est au gouvernement. Donc évidemment, si les Républicains sont un parti d'opposition, et je crois qu'ils le sont, et je crois qu'ils doivent l'être, ça a un sens très singulier de prétendre s'allier avec la majorité. Et ça ne vous aura pas échappé, le fait que le Premier ministre en personne aille dans le journal du dimanche annoncer cet accord d'appareil. En tous les cas, cet accord, pardonnez-moi, il n'y a pas d'accord d'appareil puisque les Républicains n'ont évidemment pas souscrit à cet accord, mais qu'il aille annoncer cette fusion de listes, c'est le signe que cette décision a une portée autrement plus importante. Mais ça veut dire quoi? Donc Gilles Platré, ça ne vous pose pas de problème qu'il ait l'investiture des Républicains alors qu'il va avoir sur sa liste des membres de Debout la France? Mais le sujet, encore une fois, n'est pas du tout le même. Après, pour le reste, il y a des questions de... Est-ce que c'est pas révélateur quand même d'une certaine ligne? Quand Éric Ciotti, cette semaine, dans Valeurs Actuelles, il dit ce qui nous différencie du Rassemblement national, c'est notre capacité à gouverner. Pour vous, il n'y a que ça qui vous différencie aujourd'hui du Rassemblement national, la capacité à gouverner? Je crois qu'on a fait dire à Éric Ciotti ce qu'il n'avait pas dit. Ce qui est certain, et pour le coup, je le constate tous les jours au Parlement européen, c'est que le Rassemblement national n'est pas crédible pour gouverner. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron mise sur Marine Le Pen. Parce qu'il sait parfaitement qu'à la fin, c'est celle qui a le plus de chances de le faire réélire. Aujourd'hui, Marine Le Pen est fondamentalement la première alliée d'Emmanuel Macron. Et c'est comme ça qu'il la traite. Il a besoin d'elle parce qu'il sait très bien que face à n'importe quel candidat de droite au deuxième tour, Emmanuel Macron perd l'élection présidentielle. Face à Marine Le Pen, probablement il la gagne. Moi, je crois qu'il la gagnera. Et pour les Républicains, est-ce que Marine Le Pen, elle est votre adversaire au même titre qu'Emmanuel Macron ? Marine Le Pen, encore une fois, mon sentiment, c'est qu'on joue le petit théâtre de l'antifascisme, pour reprendre l'expression de Lionel Jospin, alors qu'en réalité, tout le monde a sous les yeux le fait que Marine Le Pen ne gagnera pas. Il suffit de se souvenir de ce débat de 2017. Que s'est-il passé depuis? Sur quel sujet s'est-elle formée? Sur quel point est-elle devenue d'une compétence incontournable? Quelles sont les idées que le Rassemblement national a poussées en avant qui permettraient de considérer qu'il est devenu crédible? Je suis le premier à le déplorer. Je vois que la France est prise au piège de cette malédiction démocratique que représente un combat de sourds qui n'est pas un débat politique. Et donc, je crois qu'Éric Ciotti touchait du doigt quelque chose qui est parfaitement clair, c'est que en réalité, le Rassemblement national est un parti structurellement de protestation et d'opposition qui ne peut pas prétendre constituer une alternative démocratique authentique. Mais est-ce que vous le considérez au même titre qu'Emmanuel Macron? Quand Guillaume Pelletier, qui est votre numéro 2, il dit qu'il votera blanc s'il y a un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, comme il est. Est-ce que pour vous c'est pareil? Est-ce qu'aujourd'hui Emmanuel Macron égale Marine Le Pen? Mais non, c'est pas du tout pareil. Ils n'ont pas du tout la même fonction dans le spectre démocratique. Emmanuel Macron, c'est le système qui veut se maintenir au pouvoir, et Marine Le Pen, c'est celle qui permettra à Emmanuel Macron de se maintenir au pouvoir. Ce que j'essaye de vous dire, c'est justement que c'est dramatique qu'on en soit déjà à se prononcer sur la question de savoir comment ne pas choisir au deuxième tour de la présidentielle. On l'entend bien, ces régions-là, c'est un peu la répétition de la présidentielle. Si on vous écoute bien. Ça veut dire un candidat pour la droite, lequel et quand le désigner? Je crois qu'il faut, en tous les cas, c'était très important que la droite soit très claire dès l'annonce surprise de ce ralliement qui n'avait pas été concerté. Et d'ailleurs, redisons-le, dans les jours qui précèdent cette décision, il y a eu des échanges nombreux entre Renaud Muselier lui-même, Christian Estrosi, et puis les instances de notre famille politique, Christian Jacob, le président du parti. Et à aucun moment, semble-t-il, cette annonce n'a été partagée avant qu'elle soit annoncée par la presse. Donc maintenant, nous sommes au pied du mur, je le disais tout à l'heure. Je crois que dans la mesure du possible, il faudrait faire une liste. Et si les élections régionales sont une répétition de l'élection présidentielle, alors regardons toutes les régions dans lesquelles la République En Marche n'a aucune chance de gagner. Et considérons d'ailleurs que en Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette alliance inattendue n'est rien d'autre que le signe de la faiblesse évidente du parti d'Emmanuel Macron, qui ne peut pas constituer par lui-même une perspective nationale, une perspective régionale. Donc, si ça devait être une répétition de la présidentielle, ça voudrait dire, et ça, pour le coup, j'en suis convaincu, que c'est sur notre famille politique que pèse la responsabilité de représenter cette alternative à laquelle les Français ont droit. Un dernier mot là-dessus, François-Xavier Bellamy, après on parle de la crise sanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, Renaud Muselier, il a encore sa place aux Républicains pour vous, ou est-ce que vous demandez son exclusion ? Je pense que de facto, il se met à l'écart des Républicains en conduisant une liste qui ne sera pas soutenue par notre famille politique. Pour les régionales, oui, mais est-ce qu'il peut encore garder sa carte au parti ? Mais ce serait, il me semble non, que... vous dites, il faut l'exclure.
Moi, pour le coup, j'ai le plus grand respect pour les personnes. Chacun fait ses choix. Mais si Renaud Muselier souhaite conduire une liste soutenue par La République En Marche, il me semble qu'il est parfaitement logique qu'il rejoigne La République En Marche. Et je pense qu'on a besoin de cette clarification. Il y a un très grand nombre d'élus qui, peut-être, préféreront se dire que, pour reprendre le schéma que vous proposiez tout à l'heure, ils préfèrent aller à La République En Marche ou bien ils préfèrent aller dans d'autres familles politiques. Enfin, au moins qu'ils le fassent et les choses seront plus claires. On va parler de la crise sanitaire. Oui, aujourd'hui, c'est la première étape. On est le 3 mai, première étape des 4 étapes annoncées par le président de la République la semaine dernière. Vote du pass sanitaire, largement adopté par le Parlement. Vous avez voté contre. Alors moi, je m'en étais expliqué d'ailleurs sur votre plateau il y a un moment. J'ai une vraie réserve sur le certificat vert, parce que c'est comme cela qu'il est présenté par la Commission européenne à Bruxelles. Je conçois parfaitement qu'il soit nécessaire d'abord d'avoir une stratégie vaccinale pour faire reculer cette épidémie. Je n'ai pas du tout de défiance à l'égard de la vaccination d'une manière générale, qui est l'un des miracles par lesquels la science nous a préservé de bien des maladies extrêmement grave pour l'humanité. Je conçois aussi qu'il est parfaitement nécessaire d'harmoniser la reconnaissance des vaccins pour qu'on ne se retrouve pas avec une diversité de dispositifs ou de certificats. On a suffisamment souffert de la cacophonie européenne dans la crise pour ne pas chercher à la résoudre. Ce qui m'inquiète plus, c'est la mention, non pas d'un passeport vaccinal, c'est-à-dire quelque chose qui puisse permettre d'aller d'un pays à l'autre, mais d'un certificat vert, c'est-à-dire un certificat qui demain devrait, de manière explicite, c'est ainsi qu'il est présenté par la Commission, pouvoir conditionner l'accès à des lieux publics, à des événements publics, à des établissements recevant du public, des restaurants, des musées, des théâtres. Au fond, cette idée que, pour la première fois, on pourrait conditionner l'entrée dans un espace public ou même dans un espace privé, dans une entreprise par exemple, dans un commerce, on pourrait conditionner l'accès à un lieu à la délivrance d'un certificat vaccinal ou bien d'une autre condition médicale quelle qu'elle soit. Et ça, pour le coup, c'est tout à fait inédit et je crois qu'il est... D'abord, ça me paraît à la fois, avec les connaissances que j'ai, sanitairement absurde. D'un point de vue épidémiologique, ça n'a pas beaucoup de sens parce que l'effet attendu d'un vaccin, c'est d'abord un effet collectif. Ce qui compte le plus, ça n'est pas que individuellement vous ayez été vacciné, mais c'est qu'on arrive à un niveau de vaccination qui fait que le virus ne peut plus circuler. Donc le sujet n'est pas de conditionner l'accès à des lieux particuliers pour des individus, mais de faire en sorte qu'on puisse avoir une stratégie efficace. Et de ce point de vue-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation française ne brille pas par son efficacité. Il y a aussi quelque chose de tout à fait paradoxal à dire qu'on va potentiellement vous interdire d'accéder à des lieux ou à des événements alors que vous n'avez tout simplement pas pu avoir accès au vaccin parce qu'on n'était pas assez bien organisé pour ça. Et deuxièmement, ça me paraît un vrai problème en termes démocratiques, en termes de liberté publique. Je pense qu'on est dans un moment très particulier de notre histoire où il faut qu'on arrive à faire la preuve que nos démocraties sont capables de faire face à une crise sans renoncer à elles-mêmes. On est devant des modèles alternatifs, celui de la Chine en particulier, qui sont des modèles d'hyper-contrôle, des modèles d'hyper-régulation, des modèles qui méprisent complètement les libertés publiques et qui font aujourd'hui une sorte de démonstration de leur efficacité supérieure à celle des démocraties. Moi, je dis que nous avons aujourd'hui le devoir, c'est une responsabilité majeure, de faire la preuve qu'il est possible de faire face à une crise sans renoncer à nos libertés fondamentales. Ça veut dire faire confiance aux Français. Ça veut dire... Individuellement. Ça veut dire gagner en efficacité. Et de ce point de vue-là, il faut évidemment, et c'est la première chose à faire, que l'État soit capable de se remettre en cause parce que nous avons échoué sur les masques, nous avons échoué sur les tests, nous avons échoué sur la stratégie de tester, dépister, isoler. Nous sommes en train de prendre toujours du retard sur la vaccination, même si ce retard se rattrape. C'est bien le signe que nos démocraties doivent s'interroger sur leur efficacité, mais on peut gagner en efficacité sans renoncer à nos libertés. Et c'est la démonstration fondamentale que nous avons à faire aujourd'hui. Un mot sur une autre actualité de l'Europe, c'est les eurodéputés qui ont refusé d'approuver le budget de Frontex. C'est l'agence européenne des gardes-frontières, des gardes-côtes. Frontex qui est soupçonnée d'avoir participé à des renvois forcés de migrants. Alors ça n'entrave pas forcément l'action de l'agence, ce vote des députés, mais c'est quand même un signal politique envoyé pour vous ? C'est un très mauvais signal politique. Avec toute notre délégation LR au Parlement européen, nous avons voté pour accorder la décharge budgétaire à Frontex. D'abord parce que les arguments qui étaient employés contre Frontex n'avaient rien à voir avec le budget. Je trouve que c'est très malhonnête de refuser de voter une décharge budgétaire quand on n'a pas de reproche à faire à une agence pour son exécution budgétaire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui est reproché à Frontex ? Ce qui est reproché à Frontex, c'est d'avoir refoulé des migrants
hors des frontières de l'Union européenne. Pour le dire autrement, on reproche à une agence de garde-côtes et de garde-frontières d'avoir fait son travail, celui qui consiste à éviter que l'Union européenne ne subisse une immigration illégale. Il y a derrière cette manœuvre la stratégie désespérée de gens qui cherchent à miner de l'intérieur toute politique européenne ferme et solide face à l'immigration illégale. Or, on le sait, l'un des défi majeur pour la survie de l'Europe, c'est sa capacité à maîtriser nos frontières extérieures communes. C'est fondamental. Et de ce point de vue-là, il est vrai que depuis quelques mois, on assiste à une montée en puissance de l'agence Frontex qui voit son budget augmenter, qui voit ses effectifs se développer et qui, grâce au travail de son directeur Fabrice Leggeri, est en train de devenir de plus en plus efficace pour éviter ces entrées illégales de migrants. J'observe d'ailleurs, soit dit en passant, vous demandiez tout à l'heure ce qui nous oppose au Rassemblement national, j'observe que cette politique objectivement efficace, et qui d'ailleurs est aujourd'hui soutenue par le Rassemblement national, a fait l'objet d'attaques précises et permanente de la part du Rassemblement national, qui a voté des amendements, qui a déposé des amendements pour baisser le budget de Frontex, pour empêcher cette montée en puissance. Je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, par opportunisme, il se rallie à ce qu'il critiquait hier. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui nous distingue. Nous cherchons à apporter des solutions aux problèmes. Et la question des migrations illégales est un problème existentielle pour l'Europe. Et donc Frontex doit pouvoir effectivement nous permettre de maîtriser nos frontières. Le mauvais procès qui est fait aujourd'hui à cette agence et que nous avons dénoncé depuis des semaines, nous avons écrit avec toute notre délégation une lettre ouverte à la commissaire Johansson qui attaquait durement Frontex. Ce mauvais procès que nous n'avons cessé de dénoncer, il est en réalité un sujet crucial parce qu'il montre que certains veulent absolument que l'Europe n'ait pas de frontières et qu'elle ne puisse pas les protéger. Un dernier mot, Fabrice, sur une autre actualité, c'est cette tribune des militaires. Oui, ce délitement que dénoncent ces militaires dans cette tribune que vous avez certainement lue, qui a été longuement commentée, vous le partagez ? Vous partagez cette idée qu'il y a un délitement qui est en train de s'opérer en France ? Bien sûr, comment ne pas le voir ? Comment ne pas le nommer ? La vérité, c'est que nous voyons bien qu'aujourd'hui, l'ordre de la République est défié partout sur le territoire français. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, nos forces de l'ordre, malgré leur engagement exceptionnel, n'ont plus les moyens de garantir la sécurité des Français. Nous voyons que la question de l'islamisme n'est absolument pas résolue et que les fractures françaises ne cessent de s'augmenter. Et sur toutes ces questions-là, évidemment, il faut poser un diagnostic lucide, sinon on n'a aucune chance de sortir de la crise. Donc pas de sanctions pour ces généraux, notamment. Moi, ce que je crois, c'est que, là encore, on revient sur la question du Rassemblement national. Ce qui était irresponsable et absurde, c'est que Marine Le Pen ait tenté d'instrumentaliser la parole de ses officiers et qu'elle ait cherché justement, qu'elle les ait mis en difficulté en cherchant à récupérer leurs paroles qui auraient dû être respectées en tant que telles. Mais pour le reste, moi, je suis fasciné de la réaction du gouvernement. Et autant le dire, je suis même un peu révolté. On est face à des menaces gigantesques. Et tout ce que le gouvernement trouve à faire pour attirer l'attention, tout ce sur quoi le gouvernement voudrait se mobiliser, ce sont des gens qui ont servi la France toute leur vie et qui se permettent d'écrire qu'ils trouvent que la situation est critique. C'est quand même absolument incroyable. Vous êtes d'accord sur le fond, on l'a bien compris, vous êtes aussi d'accord sur la forme et sur la méthode ? Non, mais il y a une question d'autorité pour le gouvernement, vous l'entendez, j'imagine ? Non, je ne le comprends pas. Aujourd'hui, évidemment, il y a de la part de la force militaire un devoir d'impartialité sur le plan proprement politique. Ça ne retire pas à des militaires, en particulier à des militaires à la retraite qui sont sortis du service actif, ça ne leur retire pas, je crois, le droit de dire ce qu'ils ont sous les yeux et ce qu'ils croient être bon pour l'avenir de leur pays. Encore une fois, il me semble que dans la tribune que j'ai lue, il n'y avait pas d'appel à l'insurrection militaire, il n'y avait pas d'appel au putsch. Et quand je vois... mais c'est sidérant d'ailleurs de la part d'autres forces politiques. Jean-Luc Mélenchon, qui n'a trouvé à faire qu'un misérable tweet sur le meurtre d'une policière à Rambouillet par un terroriste islamiste, qui n'a pas réussi à dire qu'elle était policière et qui n'a pas réussi à dire qu'il était islamiste, et qui fait des dizaines de messages pour s'étonner, pour s'émouvoir, pour alerter sur le fait que le danger qui menace la France, ce serait quelques militaires à la retraite qui osent dire l'inquiétude qu'ils ont pour l'avenir de leur pays.
je me dis que malheureusement, notre classe politique, le gouvernement y compris, a du mal avec le sens des proportions et a sans doute du mal à nommer la menace là où elle se trouve vraiment. Et merci beaucoup. Merci François-Xavier Bellamy d'avoir été notre invité ce matin. Merci Fabrice. On regarde la une du Dauphiné libéré. C'est le procès Le Landais qui s'ouvre aujourd'hui pour le meurtre d'Arthur Noyer. Le Landais va-t-il s'expliquer? C'est à la une du Dauphiné libéré. Merci beaucoup.